Nous restons toujours sur le territoire qui est le nôtre, celui de Chambon-sur-Lignon, où l'on a vu que l'empreinte protestante est très prégnante. Et on va poursuivre justement avec Frédéric Rognon qui va nous parler de l'engagement protestant de deux personnalités dont on a beaucoup parlé, André et Magda Trocmé. Frédéric Rognon est professeur de théologie protestante à l'Université de Strasbourg, donc vous connaissez bien votre sujet pour avoir publié l'autobiographie de Maria Trocmé en 2 volumes, en 2017 et 2021 aux presses universitaires de Strasbourg. Et vous disiez une manière érudite, enfin je le dis mais vous l'avez pensé très fort, une manière érudite de rappeler que Maria n'était pas simplement la femme de son mari, mais, je vous cite, une personnalité à la conduite décisive dans l'organisation du sauvetage. Je vous ai cité, à vous, monsieur Rognon. Voilà, bonjour à chacune et chacun, merci d'être présent, merci aux organisatrices, organisateurs de ce colloque. Alors je vais me situer dans le prolongement et en articulation avec les 2 interventions précédentes, puisqu'on va encore parler du plateau Vivarais-Lignon et de la montagne refuge, mais je le ferai de manière un petit peu différente. Donc on a vu à l'instant que le sauvetage d'un grand nombre d'enfants juifs dans la montagne refuge du plateau a été le fruit d'un engagement collectif, largement partagé par la population, mais parmi les acteurs de cette opération, de cette entreprise de sauvetage, on cite souvent, et on l'a fait à l'instant, le couple constitué d'André et Magda Trocmé, comme étant l'une des chevilles ouvrières de ce sauvetage. Alors je vais ici m'intéresser à ce couple, mais d'une part, pour essayer de discerner l'arrière-plan théologique et spirituel de leur engagement, puisque André Trocmé était pasteur, à travers donc leur protestantisme, et d'autre part, pour mettre en exergue le rôle joué par Magda Trocmé, qui a rôle trop souvent négligé, puisque Magda, comme ça vient d'être rappelé, n'était pas seulement la femme de son mari, mais une personnalité très originale, au parcours singulier et à la conduite décisive dans l'organisation du sauvetage. Je vais donc me situer essentiellement en amont de l'épisode de la guerre, de l'occupation, de la résistance et du sauvetage, pour essayer d'éclairer l'engagement de ce couple à partir de leurs expériences et de leurs convictions de jeunesse et d'avant-guerre, et donc un éclairage biographique sur les motivations, les raisons de leur engagement. En arrivant au Chambon-sur-Lignon en 1934, André Trocmé a 33 ans. Il est né en effet en 1901 à Saint-Quentin dans l'Aisne, et il a déjà en 1934 des convictions théologiques bien affirmées. Il se rattache à un courant théologique du protestantisme qu'on appelle le christianisme social. Le christianisme social est une des tendances du protestantisme, et une tendance qui est issue de la prise de conscience au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, des bouleversements induits par la révolution industrielle et des bouleversements dans la vie des hommes et des femmes, l'exode rural, le travail en usine, le travail des enfants, les conditions de travail, les accidents du travail, le chômage, la précarité, les logements insalubres, l'alcoolisme, la prostitution, tout ce qu'on appelle à la fin du XIXe siècle la question sociale. Et les chrétiens sociaux considèrent que les églises protestantes, généralement implantées dans des milieux favorisés, milieux plutôt bourgeois, n'ont pas su accompagner ce mouvement et être présentes parmi les couches populaires des faubourgs miséreux autour des villes. Et donc, ils décident de s'engager dans des luttes sociales et témoigner de leur espérance auprès de ces populations. Ils exercent donc d'abord une critique à l'égard de leurs propres églises et cherchent à réparer ce déficit de présence protestante dans les milieux populaires en implantant ce qu'on va appeler des solidarités ou des foyers du peuple ou des fraternités qui sont à la fois des centres d'aide sociale et des lieux d'activité religieuse au cœur des faubourgs miséreux.
Dès ses débuts, le christianisme social articule étroitement une piété personnelle axée sur un réveil spirituel et un engagement dans les questions sociales de son temps. Il est soucieux à la fois d'orthodoxie doctrinale, il se veut vraiment protestant, mais il estime que la tradition protestante a trop mis l'accent sur le salut individuel et a donc négligé deux dimensions essentielles de l'héritage biblique, que sont la notion de justice et la notion de solidarité. Or, ces deux concepts, aux yeux des chrétiens sociaux, sont récurrents tout au long de l'écriture judéo-chrétienne et tissent ainsi de profondes et vigoureuses affinités entre juifs et chrétiens. Les fondateurs du christianisme social en France, dans les années 1880, sont Tommy Fallow et Charles Gide. Charles Gide, l'oncle du grand écrivain André Gide. Puis la deuxième génération de chrétiens sociaux au début du XXe siècle, ce sont Élie Gounel, Wilfred Monod et Henri Nic. Élie Gounel, par exemple, fonde en 1898 et va diriger la première Solidarité, donc ce centre à la fois religieux et social, sur un modèle qui va essaimer dans toute la France, et il le fait à Saint-Étienne. Il va donc créer une solidarité qui est à la fois une micro-société alternative, lieu d'annonce de l'évangile, de prédication, mais aussi salle de réunion multiples, soutien aux alcooliques, aux anciens alcooliques, centre d'alphabétisation, de soutien scolaire, coopérative d'achat, société de secours mutuel. Donc vous voyez toutes des activités sociales implantées donc dans des quartiers populaires. Et c'est lui qui va, à la fraternité du quartier du Soleil à Saint-Étienne, animer ce dont on a déjà entendu parler tout à l'heure, cette œuvre des enfants de la montagne, qui envoie les fils et les filles des mineurs de Saint-Étienne en séjour au Chambon-sur-Lignon, en lien avec les pasteurs du plateau. Et donc, à partir de 1934, eh bien, ce sera donc André et Magda Trocmé qui, parmi d'autres, il y a une quinzaine de pasteurs sur le plateau, mais André et Magda Trocmé vont accueillir notamment ces enfants. Avant 1934, André et Magda Trocmé, avant d'arriver au Chambon-sur-Lignon, vont être dans deux lieux où André va être pasteur, deux lieux du nord de la France, Maubeuge, puis Saint-Lenoble, dans le département du Nord. Et il va donc vivre, le couple Trocmé va vivre dans les conditions analogues à celles de Élie Gounel et des autres pasteurs du christianisme social, c'est-à-dire s'installer au cœur de cités ouvrières, partager la précarité des personnes de leur quartier. Magda raconte la précarité même du presbytère, du lieu d'habitation qui était tout à fait semblable à celle des ouvriers de leur entourage, et être témoin des injustices, de la violence, notamment de la violence conjugale, et du fléau de l'alcoolisme, et mettre en place des structures d'accueil et de soutien, offrir quasiment en permanence leur disponibilité à ceux qui frappent à leur porte. Nous sommes donc là avant la période du Chambon, et vous voyez un milieu dans lequel s'engage André Trocmé qui le prépare en quelque sorte aux engagements qu'il prendra ensuite sur le plateau. Le christianisme social comprend également une dimension pacifiste, bien affirmée. Pour André Trocmé, cette dimension est essentielle, et cela en raison de son expérience d'enfance à travers la Grande Guerre. Donc, sa famille habite à ce moment-là à Saint-Quentin, dans l'Aisne, zone occupée par les Allemands tout au long de la guerre de 14-18. Je rappelle qu'André est né en 1901, donc il est adolescent, il a l'âge de la plupart d'entre vous scolaires. Et pendant cette guerre de 14-18, eh bien, Saint-Quentin a un pasteur protestant, qui prêche l'amour des ennemis et la réconciliation, et qui disent que c'est précisément en temps de guerre que ces principes bibliques doivent être mis en œuvre. Mais l'événement décisif pour André sera sa rencontre en 1916, donc il a 15 ans, l'âge d'une partie d'entre vous. À l'âge de 15 ans, il va rencontrer un soldat allemand qui s'appelle Kindler et qui se déclare objecteur de conscience, qui refuse de porter les armes, et que l'armée donc a enrôlé en tant qu'infirmier, puisqu'il refuse de porter les armes. Et Kindler dira à André Trocmé « Je ne tuerai jamais ton frère, je ne tuerai aucun Français, car Dieu nous a révélé qu'un chrétien ne doit jamais tuer. »
André commentera plus tard cette rencontre en ces termes. « D'un seul coup, dira-t-il, mon nationalisme, mon militarisme vont s'écrouler. Je vis la guerre telle qu'elle était, un épouvantable chaos où tous les belligérants, criminels et victimes à tour de rôle, désobéissent tous à Dieu, en prétendant faire justice à sa place à coups de canon. » Après cette rencontre déterminante de 1916, le jeune homme va cheminer avec de profonds questionnements quant à la légitimité de la violence au regard d'une conscience chrétienne. Il entreprend des études de théologie pour devenir pasteur en 1919, études qu'il interrompt de 1921 à 1923 pour faire son service militaire, mais au cours de ce service, en raison de ses idées pacifistes, il est muté dans un régiment disciplinaire. Il refuse à son tour, comme cet Allemand qu'il avait rencontré, il refuse de porter les armes, expliquant à ses supérieurs qu'il est étudiant en théologie, qu'il s'est engagé devant Dieu à ne jamais tuer et ne peut pas enseigner aux autres à tuer. André Trocmé se rattache à une version spécifiquement chrétienne du pacifisme, celle qui est représentée par le Mouvement international de la réconciliation, le sigle MIR, M-I-R. Le MIR, c'est un mouvement qui avait été fondé en 1914, juste à la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale, par des ressortissants de différents pays européens, membres de différentes églises protestantes. Et ce mouvement avait pris son essor surtout à partir de 1919. La branche française avait été créée en 1923 et André Trocmé avait tout de suite fait partie du premier noyau, du premier embryon de ce mouvement, alors qu'il était étudiant en théologie à la faculté de théologie de Paris. La principale raison d'être du MIR à ses débuts, c'est de défendre l'idée de l'objection de conscience à partir du cas concret de ses membres qui, refusant d'aller faire leur service militaire, passent en procès. Et la question de l'objection de conscience va déchirer pendant de longues années le protestantisme français. À chacun des synodes de l'Église réformée, eh bien, la question revient dans les débats. Et André Trocmé lui-même, une fois pasteur, va rencontrer un certain nombre de difficultés avec ses collègues à ce sujet entre 1927 et 1934, donc avant son arrivée au Chambon-sur-Lignon, autant à Maubeuge qu'à Saint-Lenoble. Dans cette dernière localité, à Saint-Lenoble, dans le département du Nord, eh bien, la visite et les conférences d'un Quaker allemand, donc d'un pacifiste chrétien allemand, Gerhard Halle, lui vaudront une surveillance policière durant des années. Il y aura toujours un policier qui se viendra à chacun de ses cultes pour surveiller ce qu'il dit lors de ses prises de parole, lors de ses prédications. Lorsqu'André et Magda Trocmé décident de quitter Saint-Lenoble en 1934, alors ils cherchent une nouvelle paroisse. Ils sont contactés par la paroisse de Montrouge-Malakoff-Clamart, dans la banlieue sud-ouest de Paris. Et André Trocmé se présente à 2 reprises dans la paroisse. Le conseil presbytéral, qui est donc l'instance de gouvernement de la paroisse, vote à l'unanimité en sa faveur pour occuper le second poste pastoral. Mais la nomination est cassée par la commission exécutive de l'Église réformée qui craint que ce candidat n'incite les jeunes à devenir objecteurs de conscience. Le même scénario se reproduit avec la paroisse de Thonon-les-Bains, ce qui explique que le couple Trocmé soit finalement dirigé vers le Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Vous sentez peut-être à travers ce que je vous dis que ce n'est pas sans condescendance envers la population rurale que la direction de l'Église réformée envoie André Trocmé vers le Chambon-sur-Lignon. Là, peut-être qu'il ne fera pas de mal, puisqu'il n'y aura pas une jeunesse urbaine qu'il peut influencer vers des idées pacifistes. Voilà, tels sont les fondements théologiques et spirituels qui éclairent l'engagement d'André Trocmé dans l'organisation du sauvetage d'enfants juifs sur le plateau Vivarais-Lignon à partir de 1940. Quant à Magda, son épouse, elle va pleinement soutenir son mari, bien entendu, dans ses engagements, mais ses convictions religieuses sont un peu différentes et assez originales, au point qu'André Trocmé parlera lui-même de la religion de Magda pour parler de ses croyances à elle. Elle est beaucoup moins soucieuse d'orthodoxie doctrinale, beaucoup moins axée sur la tradition protestante dans sa pureté doctrinale. Elle s'est créée sa propre religion en quelque sorte, qui est une véritable ode à la liberté, mais elle a aussi, comme son mari, le souci
chevillée au corps de la justice et de l'engagement social. Et ces convictions à elle sont issues de son parcours personnel singulier et véritablement hors norme. Je vais les évoquer maintenant. Je les ai récemment publiées. J'ai récemment publié son autobiographie, forte de 500 pages, dans lesquelles elle raconte ce cheminement, cette vie totalement hors norme, totalement extraordinaire. Magda Trocmé, qui s'appelait d'abord, avant son mariage, Magda Grilli di Cortona, est une Italienne. Née à Florence, d'un père ingénieur et colonel dans l'armée royale italienne, de famille vaudoise, c'est-à-dire protestante italienne, et d'une mère descendante de déportés russes qui avaient été déportés en Sibérie, ses ancêtres avaient été déportés en Sibérie pour avoir participé au soulèvement de 1826 contre le tsar à Saint-Pétersbourg. Ils étaient restés 30 ans déportés en Sibérie, puis exilés et avaient trouvé refuge en Suisse. Vous voyez, elle a une ascendance de réfugiés. C'est pas anodin de le noter. C'est à Genève que la grand-mère de Magda s'était convertie au protestantisme, et c'est à Florence que sa mère est venue s'installer pour des raisons tout à fait improbables. Elle cherchait un professeur de piano. Et c'est ainsi qu'elle a rencontré celui qui est devenu son mari, donc les parents de Magda. Quand Magda vient au monde, elle aussi en 1901, la même année que André, elle est déjà précédée, comme vous le comprenez, de trajectoires de vie singulières qui s'entrecroisent et oscillent entre tragédie et bonne fortune. À elle seule, sa double généalogie se rit des frontières nationales et conventionnelles. À partir de telles racines, toute sa vie se tiendra sous le sceau d'une grande liberté à l'égard de la norme ou de la normalité, mais aussi, comme on va le voir maintenant, sous le sceau du tragique. En effet, la mère de Magda meurt en couche, un mois après la naissance de Magda, à l'âge de 23 ans. Et alors on va faire, nous sommes là donc en 1901, dans une mentalité qui heureusement a bien changé, on va faire porter à Magda la culpabilité de la mort de sa mère. Et elle va entendre pendant toute son enfance que c'est elle qui est en quelque sorte responsable de la mort de sa mère en couche. Sa quête identitaire tout au long de son enfance et de son adolescence, et là de nouveau je reviens à vos âges, à vous tous qui venez de classe de 3e, pendant toute son adolescence, elle est à la recherche d'elle-même, de sa propre identité, et elle s'interroge, elle a des interrogations de type existentiel, de type métaphysique, surtout depuis qu'à l'âge de 9 ans, elle apprend que son père va se remarier avec une femme qui n'aime pas du tout la fille de son mari. Elle ne sera même pas invitée aux noces de son père et de sa belle-mère. Et cette belle-mère n'aura de cesse de la mettre à l'écart de la famille, puisque cette fille ne fait évidemment qu'évoquer la jeune défunte, la première femme de son mari. Donc Magda va grandir dans un contexte de rejet de la part de sa famille, dans une Italie qui est fortement catholique, comme on le sait, mais comme sa grand-mère maternelle s'était convertie au protestantisme, elle sera de ce fait baptisée à l'église vaudoise, c'est-à-dire à l'église protestante. Et vous comprenez que Magda, l'identité de Magda est l'identité d'une triple altérité à l'endroit du conformisme ambiant. Elle est à la fois une enfant sans mère et rejetée par sa belle-mère, descendante d'étrangers réfugiés politiques en Italie et appartenant à la micro-minorité protestante en Italie. Cette identité d'ultra-minoritaire va jouer un rôle majeur, à mon sens, dans ses engagements de solidarité avec les plus faibles, comme ce sera le cas à partir de 1934, au Chambon-sur-Lignon. Et cette religion de Magda, pour reprendre l'expression d'André, cette religion ne trouve son sens que dans le service des plus petits, des défavorisés, de ceux qui sont persécutés, de ceux qui sont malmenés par l'existence. Très tôt, Magda va se sentir appelée à consacrer sa vie au service des plus pauvres et des personnes malmenées par les drames de la vie. Empêchée par sa belle-mère de faire des études à l'université, elle est placée dans une école pour filles de bonne famille où l'on apprend les arts ménagers, mais elle parvient malgré tout à suivre une formation en littérature italienne
Et en parallèle à ses études, elle s'engage au sein d'œuvres diaconales protestantes, en particulier l'UCJF, l'Union chrétienne de jeunes filles. Dans les faubourgs populaires de Florence, elle vient en aide à des jeunes filles en difficulté et à des mères célibataires rejetées par leur famille. Ainsi, on voit combien elle a été elle-même exclue et combien elle vient en aide aux exclus. Elle se rend également à plusieurs reprises à Torre Pellice. Torre Pellice, c'est en quelque sorte la capitale du protestantisme italien, dans les vallées vaudoises, et c'est là qu'elle découvre un lycée, le lycée vaudois, qui est un établissement privé qui met en œuvre une pédagogie d'avant-garde. On a entendu ce matin parler de pédagogie en Pologne, avec notamment un principe d'avant-garde qui était l'instauration de la mixité dès les années 20, eh bien il en va de même à Torre Pellice, dans ce lycée vaudois, où on instaure dès les années 20 la mixité et où on pratique une pédagogie tout à fait novatrice. Et une fois au Chambon-sur-Lignon en 1934, Magda aura l'idée de fonder une école sur le modèle du lycée vaudois de Torre Pellice, qui deviendra en 1938 l'école Nouvelle Sévenol, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et qui va jouer un rôle central dans le sauvetage des persécutés par la scolarisation sous de faux noms de nombreux enfants juifs. Et c'est, on va quand même lui rendre hommage, c'est de Magda que vient l'idée de cette école Nouvelle Sévenol. Alors avançons un petit peu, Magda rencontre André Trocmé à New York en 1925. Ils tombent amoureux, ils décident de se marier à leur retour en Europe en 1926. Je conclurai cette évocation de la jeunesse de Magda en disant que c'est une véritable résiliente au sens de Boris Cyrulnik, de la résilience. C'est une femme qui a survécu, qui a rebondi après toute une série d'épreuves considérables dans sa vie personnelle, et c'est pourquoi elle va se donner au service des blessés de la vie. Nous en arrivons donc maintenant à la période du Chambon-sur-Lignon. Donc comme à Maubeuge et à Saint-Lenoble, où le couple pastoral avait vécu de 1927 à 1934, le presbytère du Chambon-sur-Lignon sera ouvert aux tout venants. Et c'est ainsi, tout naturellement, des républicains espagnols, des réfractaires au service au travail obligatoire, qu'on a déjà évoqué, puis, dans un second temps, des juifs, adultes, mais surtout enfants, vont venir frapper à leur porte. Magda et André Trocmé vont répondre spontanément aux demandes à l'aide, puis peu à peu, le sauvetage s'organise. Magda va sillonner le plateau pour répartir les réfugiés dans différentes fermes. Pas toute seule, bien sûr, elle est aidée, mais elle va être vraiment la cheville ouvrière de cette répartition, de cette recherche de lieux pour que les enfants soient accueillis. Changement d'identité, fabrique de faux papiers, scolarisation à l'école Nouvelle Sévenol, visite aux uns et aux autres, gestion du quotidien, y compris des conflits qui forcément surgissent dans cette communauté de sauvetage. Départ, on vient de l'évoquer, départ de groupes d'enfants vers la Suisse avec des étapes bien sécurisées, de presbytère en presbytère, de lieu d'église en lieu d'église, protestants et catholiques. Le presbytère du Chambon-sur-Lignon va être une véritable ruche, l'un des nœuds stratégiques de cette opération à large échelle et dans la plus parfaite discrétion. Les activités pastorales d'André Trocmé comprennent une bonne part d'engagement dans le sauvetage, de la visite aux paroissiens à la prédication, des réunions du conseil presbytéral aux rencontres de coordination avec tous les autres pasteurs du plateau. Mais on aurait tort de sous-estimer le rôle de Magda dans cette entreprise. Et ce rôle apparaît d'autant plus décisif lorsqu'on sait qu'André a été arrêté le 13 février 1943. Il sera incarcéré pendant 1 mois au camp de détention de Saint-Paul-d'Éjaux, près de Limoges, libéré le 16 avril, mais très rapidement contraint à disparaître pour passer à la clandestinité en raison des menaces qui pèsent sur sa vie. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juin 1943, Magda n'a plus son mari, il se cache en Ardèche, il se cache dans la Drôme, et il ne reviendra au Chambon que le 14 juin 1944. Donc pendant 1 an, elle est, elle, seule au presbytère, en tout cas à animer avec ses enfants, à animer une bonne partie des activités autour du presbytère. Durant toute cette année, juin 1943, juin 1944, elle va intensifier son engagement dans le sauvetage des enfants juifs. Et c'est elle qui va être confrontée
au seul incident tragique de l'occupation sur le plateau qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, la descente de la Gestapo à la Maison des Roches le 29 juin 1943. 18 pensionnaires vont être déportés, juifs et non-juifs, dont le directeur, un cousin des Trocmé, et 10 ne reviendront pas des camps de la mort. N'écoutant que son courage, Magda le raconte dans son autobiographie, Magda va courir vers le lieu de la rafle dès qu'elle saura que la Gestapo est présente, et elle va parvenir à arracher 2 hommes de la déportation, 2 jeunes hommes de la mort, en convainquant des soldats de la Wehrmacht de témoigner en leur faveur. Il y avait un des jeunes qui était pensionnaire à la Maison des Roches, qui avait sauvé un soldat allemand de la noyade dans le Lignon quelques semaines auparavant, et elle réussit à convaincre des soldats de la Wehrmacht, pas confondre Wehrmacht et Gestapo, des soldats de la Wehrmacht de venir face à la Gestapo, témoigner en sa faveur, et elle réussit donc à arracher de la déportation 2 hommes. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'ensemble du plateau Vivarais-Lignon, dont les habitants comptent à l'époque en leur sein une forte proportion de protestants, ça a été dit, 40% pour le plateau, mais jusqu'à 95% pour le village du Chambon-sur-Lignon, ce plateau va se voir transformé en cité de refuge. L'expression est employée en allusion à la Bible hébraïque qui parle, et c'est André Trocmé qui le cite souvent dans ses prédications, qui parle donc de cité de refuge. Le rôle de Magda va s'avérer décisif pour l'organisation concrète de la résistance non violente par la dispersion et l'accueil des enfants dans les nombreuses fermes du plateau en vue de leur sauvetage. Je termine en disant que le comité pour Yad Vashem, qu'on a déjà présenté tout à l'heure, a décerné la médaille des Justes à André Trocmé en 1971, quelques mois avant son décès. Il est mort en 71, à 70 ans. Et André Trocmé réagira à cette célébration en ces termes, je le cite, « Pourquoi moi ? Pourquoi moi et pas la foule des humbles paysans de Haute-Loire qui ont fait autant et plus que moi ? Pourquoi pas ma femme, dont la conduite a été beaucoup plus héroïque que la mienne? Pourquoi pas mon collègue Édouard Theiss, avec lequel j'ai tout partagé en fait de responsabilité? Je ne puis accepter la médaille des Justes qu'au nom de tous ceux qui se sont mouillés pour nos frères et nos sœurs persécutés injustement jusqu'à la mort. Malgré tout, je me sens encore coupable de ce qui n'a pas encore été fait. » De fait, le pasteur Édouard Theiss et son épouse Mildred vont recevoir eux aussi la médaille de Juste en 1981, puis Magda Trocmé en 1984. Elle a eu la chance de vivre jusqu'en 1996, elle est morte à 95 ans, et donc elle a reçu la médaille des Justes à l'ambassade d'Israël à Paris de son vivant. Beaucoup de Justes ont reçu cette médaille à titre posthume, mais elle l'a reçue de son vivant. Et fait exceptionnel qui a déjà été énoncé tout à l'heure, et fait rarissime, alors que ce sont toujours des individus qui reçoivent la médaille des Justes, eh bien, le 5 septembre 1988, les habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines ont reçu la désignation de Justes, alors qu'il y a 90, on l'a dit tout à l'heure, 90 personnes qui ont été déclarées justes à titre individuel sur l'ensemble du plateau du Vivarais-Lignon. Je terminerai en évoquant la visite du président Jacques Chirac le 8 juillet 2004, en visite officielle sur le plateau du Vivarais-Lignon en compagnie de Simone Veil, qui a déclaré notamment, et je le cite, « Ici, dans l'épreuve, s'est affirmée l'âme de la nation, et ici s'est avancée et s'est incarnée la conscience de notre pays. » Jacques Chirac fit ainsi découvrir à nombre de Français l'existence même d'un village juste et l'épopée courageuse de sa population sous l'impulsion de ses pasteurs. Merci beaucoup, Monsieur Regnon, pour cette découverte, j'imagine pour beaucoup d'entre nous. Oui, il y a une photo, on voit une photo qui est prise à peu près à l'époque donc 1940, du couple Trocmé, André et Magda. André et Magda Trocmé ont été au Chambon-sur-Lignon de 1934 jusqu'à 1950, sont restés encore 5 ans après la guerre, 6 ans après la fin de la guerre. Et donc là, on les voit à l'époque du sauvetage. Merci beaucoup.